Bienvenue sur Ici Écho. Le ministre sortant du Travail, Moustapha Bayram, a appelé les organisations internationales à fournir une assistante aux Syriens déplacés dans leur pays et à ne pas les encourager à rester au Liban, comme c'est le cas actuellement. Il a également souligné le droit au retour des Palestiniens déplacés dans leur pays. M. Bayram s'est exprimé en ces termes lors de l'ouverture de la 112e session de la Conférence internationale du travail à Genève, indiquant que le nombre de réfugiés syriens au Liban dépasse désormais un tiers de sa population, une situation sans précédent à l'échelle mondiale. Il a insisté sur la nécessité de leur retour dans les zones sûres en Syrie, qui représentent désormais plus de 70% du pays. D'autre part, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, EBRD, a annoncé cette semaine l'octroi de 12 500 000 € au secteur privé libanais dans le cadre d'un programme d'une durée de 9 ans visant à aider les petites et moyennes entreprises PME à intégrer dans leur activité les pratiques efficaces de l'économie circulaire. Grâce à ce programme, la EBRD aidera les entreprises du secteur industriel, principalement dans la chaîne de valeur de l'alimentation et des boissons, à devenir plus durables et réduire leurs émissions de carbone. Au niveau juridique, le procureur général par intérim près la Cour de cassation, le juge Jamal Jarrah, a dessaisi la procureure générale près la Cour d'appel du Mont-Liban, Ghada Aoun, de tous les dossiers sur lesquels elle est planchée, quand bien même elle avait été démise de ses fonctions. Madame Aoun avait été sanctionnée ainsi en mai 2023 par le Conseil de discipline de la magistrature à cause de son comportement contraire aux règles de la profession. Bien voilà, bienvenue sur Ici Écho. Durant cet épisode, nous nous pencherons sur les questions liées aux répercussions de la guerre, de la crise, sur le secteur médical, sur l'amélioration de la situation en matière de médicaments par rapport au début de la crise économique, ainsi que les spécialités qui souffrent de manque de médecins et les mesures prises par le ministère de la Santé concernant les coûts des opérations et des soins médicaux, et cela avec le président du syndicat des importateurs de médicaments, Joe Raïb, et Dr Youssef Bakhash, qui est président de l'Ordre des médecins de Beyrouth. C'est un plaisir de vous recevoir, M. Raïb et Professeur Bakhash. Tout le plaisir est pour nous. Merci. Je commence directement avec vous, Dr Bakhash. Décrivez-nous la situation des médecins libanais après ou bien par rapport au début de la crise économique. Alors, tout le monde Nous allons décrire aussi la situation des compagnies importatrices aussi de médicaments. Tout à fait. Donc tout le monde, si on revient un peu dans nos souvenirs, tout le monde sait que en 2019, en 2020, suite à la crise, suite à l'explosion du port de Beyrouth, beaucoup de Libanais sont partis et parmi eux, beaucoup de médecins. Et on estime que 35% de la communauté médicale avait quitté le Liban vers l'Europe, vers les États-Unis, vers le Golfe et vers l'Irak. Ce qui représentait à peu près 3 000 à 4 000 médecins sur un effectif de 15 000 médecins. Bien sûr, toutes les spécialités sont parties. Le secteur privé, s'est adapté à la situation et à la dollarisation, alors que l'État et le gouvernement est resté dans une situation de coma institutionnel. Ce qui fait qu'en début 2023, beaucoup de médecins sont revenus. Et on estime que la moitié, 50% de ces médecins qui étaient partis, sont revenus au Liban. Et ce qui est encourageant, c'est que malgré la crise et la guerre que nous avons sur la frontière sud depuis octobre, ces médecins continuent à revenir au Liban. Et si aujourd'hui, on regarde l'effectif médical sur le territoire libanais, le ratio par rapport aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé est supérieur. Ça veut dire qu'on a toujours plus de médecins dont le pays a besoin. Ça, c'est d'une façon générale. Mais si en tant qu'ordre de l'ordre des médecins aussi, vous avez bien mis en place un plan de gestion de crise. Tout à fait. Alors, on a déjà mis un plan de gestion de cette émigration, et le fait qu'on avait travaillé sur la sécurité financière des médecins avec
toutes les services de couverture sociale, que ce soit privé et public. Ça a poussé les médecins à revenir. Surtout que dans le contexte international, le problème de la santé n'est pas seulement lié au Liban, mais même on souffre en Europe, on souffre aux États-Unis. Très bien. Permettez-moi de passer à M. Ghraïb pour parler par la suite, ou bien pour discuter à propos des manques de spécialité. Mais avec vous, M. Ghraïb, décrivez-nous un peu la situation des compagnies importatrices de médicaments, tout en comparant la situation actuelle à la situation suite à la crise. En fait, Maurice, la dernière fois que j'étais chez vous, je vous ai dit qu'on est au meilleur depuis le début de la crise économique. Oui. Je suis ravi de pouvoir dire la même chose, parce que plus le temps est en train de passer, plus la situation est en train de s'améliorer. Aujourd'hui, les importateurs de médicaments sont dans une situation où ils sont en train de réimporter tous les médicaments qui sont enregistrés auprès du ministère de la Santé. Il y a eu un changement significatif dans le procédé d'importation et dans le procédé de subvention. Aujourd'hui, les importateurs ne sont plus en train de faire subventionner par l'État ou par la Banque centrale les médicaments qu'ils sont en train d'importer. Ce qui se fait, c'est que c'est une importation libre et par la suite, c'est le ministère de la Santé. Ah, c'est ça. Expliquez-nous cette nouvelle stratégie ou procédure. Donc, plus de subventions, c'est le ministère de la Santé qui est en train d'importer ces médicaments ou bien de les distribuer. Vous importez, il décide, il distribue. Ça fonctionne comment? Je vais clarifier la situation. Dans le passé, ce qui se passait, c'est que les importateurs de médicaments importaient des médicaments et ces médicaments étaient subventionnés par le ministère de la Santé. Aujourd'hui, il n'y a plus une importation, une subvention au niveau du médicament lui-même. On est passé de, et c'est ce que pour tout genre de médicaments. Et c'est ce que nous, en tant que syndicat d'importateurs, ont demandé depuis le début de la crise, que la subvention soit une subvention du patient et non pas du médicament. Donc, pour essayer de simplifier la situation, les importateurs aujourd'hui importent tous les médicaments à un seul prix qui est un prix non subventionné. Il n'y a plus deux prix de médicaments, il y a un seul prix de médicaments. Par la suite, le ministère de la Santé, en lieu et place du reste des tiers payants, en l'occurrence la Caisse nationale de sécurité sociale, la coopérative des employés de la fonction publique, rachète ces médicaments et les distribue aux patients qui sont inscrits sur la plateforme Aman du ministère de la Santé. Donc en fait, il y a un comité d'experts et de médecins qui étudient les dossiers des patients et qui font la distribution de ces médicaments aux patients. Donc pour essayer de résumer la situation, on est passé d'une situation où c'était le médicament en lui-même qui était subventionné à une situation où le ministère de la Santé a décidé de subventionner les patients directement. En lieu et place du gouvernement est en train de subventionner les patients qui sont inscrits sur la plateforme de Aman. Ça, c'est clair. Revenons... En même temps, je voulais préciser quelque chose. C'est que le volume de la facture du médicament a drastiquement diminué depuis 2019. En 2019, on était à peu près à un niveau d'importation de 1,2 milliard de dollars, alors qu'aujourd'hui, on planifie pour 2024 600 millions de dollars. Ça, c'est dû à perdu environ 70%, à peu près 50%. Mais c'est dû à beaucoup de facteurs. Si vous voulez, on peut les détailler tout à l'heure. Certainement, nous allons les détailler. Mais revenons au retour des médecins. Malgré ce retour, beaucoup de spécialités aujourd'hui au Liban souffrent de manque de médecins. Si on rentre dans les détails des différentes spécialités, bien sûr qu'il y a des spécialités où le nombre est au-delà des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Par exemple, en ophtalmologie, en dermatologie, en chirurgie plastique, en rhumatologie et bien d'autres spécialités. Donc le nombre global est suffisant pour les Libanais, même un peu plus. Dans ces spécialités où il y a un surplus, l'autre problème est la répartition géographique. La majorité des médecins sont dans les grandes villes et les petits villages ou les zones du nord, du sud ou de la Bekaa souffrent souvent de manque de spécialistes.
Maintenant, dans d'autres spécialités, la situation est alarmante. Par exemple, en médecine d'urgence. Et on sait que les urgentistes, ou la médecine d'urgence, est une spécialité essentielle dans la prise en charge du patient. Et le malade arrive aux urgences et il est pris en charge. Et tout le circuit du traitement est dessiné à partir de ce moment-là. Au Liban, on a besoin d'un minimum de 400 médecins urgentistes pour couvrir les besoins du pays. On est actuellement à 40, encore moins que 40. Donc on a comment 6 résoudre à ce problème? 7%. Je reviens et je dis que c'est un problème aussi international et la France a besoin de médecins urgentistes, la Belgique a besoin de médecins urgentistes. Donc il faut remettre en question peut-être le système en lui-même. Tout à fait, le système en lui-même. Donc ces déficits, ces points de faiblesse, aujourd'hui on doit profiter de la crise pour se réunir, nous, ordres de santé, facultés de médecine et ministère de la Santé, pour essayer de dresser un schéma de la répartition des médecins et à ce moment-là, prévoir un plan de redressement et pousser les facultés de médecine et les différentes spécialités à former des gens dans les secteurs dont le pays va en avoir besoin ou en a besoin en ce moment. Donc ça, c'est une responsabilité qui revient au ministère de l'Éducation, au ministère de la Santé, à nous, ordre des médecins, et surtout aux facultés de médecine. Monsieur Relaïb, revenons au volume du marché des médicaments au Liban entre 2019 et 2024. C'est vrai que la crise a interdit l'entrée de nouveaux médicaments, comme par exemple les médicaments de thérapie innovante, avancée, etc. Donc, il faut bien se concentrer sur l'enregistrement de nouveaux médicaments. Tout à fait. Je pense que c'est la priorité. En fait, quand on dit que le volume et la valeur de la facture du médicament a diminué, c'est dû à une multitude de facteurs. Mais les médicaments, comme tout autre produit, sont des produits dont le prix est revu à la baisse de par la législation. Donc, un produit qui a 1 an d'âge, qui est innovant, vaut beaucoup plus cher qu'un produit qui a 10 ans d'âge. Donc, ce qui s'est passé, c'est sur les 5 dernières années, depuis le début de la crise, il n'y a pas eu d'enregistrement de nouvelles thérapies. Le problème qu'on a, c'est que le non-enregistrement de nouveaux produits est en train de priver certains patients de thérapies innovantes qui pourraient améliorer les chances de cure sur certaines maladies ou certaines pathologies. Donc, le fait qu'il n'y ait pas eu d'enregistrement sur 5 ans a fait de sorte que ça a aussi contribué à diminuer le volume de la facture de médicaments, mais c'est aussi dû au fait qu'il y a eu une compensation aussi par les génériques, il y a eu le fait qu'il n'y a plus de surconsommation de médicaments comme c'était le cas avant la crise. Le nombre de patients qui venaient de l'extérieur du Liban pour avoir leurs soins médicaux au Liban n'est plus ce qu'il était avant la crise. Et aussi, il y avait une petite portion de médicaments qui avaient, avec certaines autorisations, le droit d'être réexportés en dehors du Liban. Donc tous ces éléments ont diminué à la baisse de la facture de médicaments. Comment résoudre le problème de l'enregistrement de nouveaux médicaments? Justement, on est en train de travailler avec le ministère de la Santé sur ce sujet. Le ministère de la Santé est en train de mettre en place un plan de révision pour l'enregistrement de médicaments. On supporte le plan de révision. Néanmoins, on pense qu'il est essentiel d'encourager... Quels sont les obstacles administratifs? Les obstacles seraient une crainte que l'enregistrement de nouvelles thérapies mène à une augmentation de la facture du médicament. Mais en fait, on est dans un système libéral, on est dans un système où il y a différents types de couverture de santé. Aujourd'hui, pour les personnes qui ont une couverture de santé en assurance privée, et Dr Bahash peut le confirmer, le nombre de patients qui ont des couvertures d'assurance privée a significativement augmenté depuis le début de la crise. C'est clair. Donc, ce type de patients, ainsi que les patients qui viennent de l'extérieur du pays, ainsi que les patients qui sont out of pocket, sont des patients qui pourraient avoir les moyens d'avoir
accès à ce genre de médicaments et on pense qu'il ne faudrait pas les priver. Mais en même temps, le ministère est en train d'essayer de travailler à avoir un système d'équité où il n'y aurait pas deux poids, deux mesures sur l'accès à ces nouvelles thérapies. C'est clair. Docteur Barache, quelles sont les mesures qui ont été prises par le ministère de la Santé récemment en ce qui concerne les codes des opérations et les soins médicaux? Récemment, le ministère de la Santé a décidé de nouveau de subventionner ou de couvrir un certain nombre d'actes médicaux et chirurgicaux, sachant que depuis le début de la crise, comme je disais tout à l'heure, le gouvernement et le ministère étaient dans une situation de coma institutionnel où payer les factures sur la base du dollar 1500 livres. Donc, nous nous sommes réunis avec le ministre et il nous a promis de payer le coût de ces opérations sur la base du 4 dollars le cas opératoire, alors qu'avant la crise, on était à 5 dollars. Donc, revenir à une situation de 80% par rapport à 2019. Tout en limitant cette couverture à 4% des actes chirurgicaux. Donc, aujourd'hui, le ministère ne couvre que maximum 5% des opérations chez les gens qui sont couverts par le ministère de la Santé. Malheureusement, le problème qui s'est produit, le jour où cette décision est sortie officiellement du ministère de la Santé, certaines opérations ont été payées au-delà de 4 dollars, le tiers a été payé à 4 dollars et le reste a été payé moins que 4 dollars. Donc, il y a eu une estimation, on ne comprend pas sur quelle base elle a été prise, sachant que toute modification sur le coût des opérations, sur le nombre et sur la définition des opérations ne peut pas se faire par un côté seul, c'est-à-dire le ministère de la Santé, et elle doit se faire conjointement entre le ministère et les ordres des médecins de Beyrouth et de Tripoli. Vous dites que ça a été fait d'une façon aléatoire? Tout à fait, tout à fait. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi cette décision elle a été prise alors que nous avons ouvert la discussion avec le ministre. Et malheureusement, toutes les sociétés savantes, l'orthopédie, l'ophtalmologie, la chirurgie générale, ont refusé d'appliquer cette nouvelle nomenclature. Donc vous êtes aujourd'hui en discussion avec le ministère? Aujourd'hui, malheureusement, nous, on n'applique pas en tant que corps de médecins et des sociétés savantes, on n'applique pas cette nomenclature qui a été adoptée par le ministère parce qu'il nous a promis quelque chose et puis ensuite il a appliqué autre chose. Et puis nous, on est ouvert pour la discussion. Donc vous dites que vous n'êtes pas en bon terme avec le ministre? Alors, on est collègues, on a le même bureau à l'hôpital américain, mais en ce qui concerne cette relation entre le ministère et les médecins, aujourd'hui, elle n'est pas claire. Alors que la priorité aujourd'hui, ce livre, cette Bible des codes, la dernière fois qu'elle a été mise à jour revient à 96, donc à bientôt plus de 30 ans. Et aujourd'hui, le 3/4 des opérations qui se pratiquent dans le monde ne figurent pas dans ce livre. Donc la priorité, il faut déjà remettre à jour ce livre avant de venir voir la valeur de chaque opération. Vous êtes convaincu que le ministre de la Santé, Dr Firas Abeid, est en train de préparer une stratégie de santé, une stratégie nationale de santé, ou bien on est perdu? Aujourd'hui, on ne sait plus quoi comprendre. Est-ce qu'on est devant un ministère du médicament, ou bien de la santé, ou bien donc on est perdu? Je vais vous dire mon sentiment. Aujourd'hui, en 2019-2020, le pays s'est effondré. Le seul secteur qui s'est maintenu, c'est le secteur de la santé et le secteur privé. Les hôpitaux, les médecins. C'est à cause des importateurs, des médecins. Donc, ce secteur privé qui représente 140 hôpitaux s'est maintenu et il s'est adapté. Alors que l'État
ne payait pas. Ah, Aujourd'hui, le ministre décide d'appliquer de nouveau la même politique qu'on a toujours appliquée depuis 30 ans. Ça veut dire prendre l'argent du contribuable et puis aller l'injecter dans les hôpitaux privés. Alors que pendant 4 ans, 5 ans, ces hôpitaux ont fonctionné sans l'argent de l'État. Moi, personnellement, comment je vois les choses? Qu'on laisse le secteur privé s'adapter et continuer à fonctionner et acquérir tout ce qui est comme produit innovant pour attirer, comme nous sommes l'hôpital du Proche-Orient, attirer le malade du Proche-Orient et le malade international. Et que l'argent de l'État soit utilisé pour les hôpitaux publics. Équiper ces hôpitaux publics, sachant que le ministre, il a tous les moyens d'avoir des subventions de toutes les organisations internationales pour l'hôpital public. Et donc cet hôpital public, à ce moment-là, servira pour soigner les gens qui n'ont pas les moyens d'avoir une assurance privée. Et pour les centres de soins primaires. Tout à fait. Oui, moi, donc que ça soit réservé au secteur public, comme ça se fait dans le monde entier. Monsieur Rally, vous moi, Maurice, si tu me permets de rebondir un peu sur ce que le professeur Barache était en train de dire. Les médecins du Liban sont des médecins qui ont un niveau de compétence dont la renommée est internationale. Et ce n'est pas moi qui vais donner une confirmation sur ça. Où qu'on aille dans le monde, dans les hôpitaux américains, que ce soit les grands centres d'oncologie comme Mayo, comme Hopkins, etc., on trouve toujours des médecins libanais qui sont à la pointe de la technologie. Les médecins qui sont au Liban ne pourront pas exercer sans avoir accès à l'innovation. Ça va de pair. En même temps, c'est clair, vous êtes convaincu. En même temps, je pense que, parce qu'il y a, un petit problème au niveau de l'appréciation et l'évaluation de la situation. Je pense qu'il faut s'élever un peu et essayer de voir comment les différentes actions peuvent contribuer de manière globale à un système économique. À partir du moment où on permet à l'innovation et aux produits innovants d'être présents sur le marché, ça permet d'attirer des patients de toute la région, de refavoriser un tourisme médical de pointe, chose qu'on a perdue. En même temps, vous étiez en train de parler au niveau de la gestion du ministère de la Santé. Je ne suis pas dans une position de donner un jugement ou une appréciation du ministre lui-même. Néanmoins, ce que j'ai observé au niveau du ministère de la Santé, c'est qu'il y a eu, sur les dernières années, il y a eu une gestion de stabilisation. On est en train de passer à une gestion d'optimisation graduelle. Néanmoins, à moins qu'il y ait une refonte et une réorganisation des tiers payants, ça ne va pas se faire. Il faut prendre des décisions nettes et honnêtes. Et structurées. Nettes et honnêtes, dans la mesure où on doit se dire, soit on va sur un système de santé, une américanisation de système de santé où les couvertures de santé se font par un secteur privé, un secteur d'assurance privé, ou bien une refonte des tiers payants. Mais la manière hybride sur laquelle on est en train de travailler ne peut pas garantir une couverture de santé équitable et assurer les besoins de la population et des patients du Liban. Très bien. Et il me reste 2 questions pour chacun de vous. Qu'est-ce qui s'est passé avec les factures de médicaments subventionnés? On est à 200 millions de dollars impayés au laboratoire à l'étranger. Tout à fait. Donc vous avez discuté avec Wassim Mansouri, le gouverneur par intérim. Vous allez faire quoi? Vous avez oublié ces 200 millions de dollars? On ne peut pas les oublier pour une raison très simple. C'est que quand un pays est dans la tourmente, quand un pays est dans le besoin et qu'on a des partenaires internationaux qui se tiennent à nos côtés, on ne peut pas juste tourner le dos et leur dire « vous oubliez l'argent que vous nous avez avancé ». Cet argent est un argent qui est dû aux compagnies internationales, aux multinationales. Dans la mesure où on les oublie, il faudra assumer certaines conséquences comme un manque de motivation de ces compagnies de lancer des innovations sur le Liban. On n'a pas envie de se retrouver comme certains pays où le produit est mis sur le marché 10 ans après son autorisation de mise sur le marché en Europe. Donc non, ces montants ne sont pas oubliés. On est en coordination étroite avec le ministère de la Santé, qui est l'autorité de tutelle
sur ce dossier, qui lui-même est en relation avec le président du Conseil et la Banque centrale pour essayer de trouver une résolution. On n'a pas d'orientation nette et claire sur ce sujet pour l'instant, mais c'est une priorité pour nous qu'on doit suivre. Une question en commun. Est-ce qu'on est prêt à supporter une nouvelle guerre au Liban avec aujourd'hui, on parle trop d'extension des affrontements du Sud, etc., d'une guerre. Donc, au niveau médical, vous êtes prêt à couvrir la demande de médicaments pour les soins, etc. Donc. Bien sûr, Anna, je pense qu'on est prêt, mais tout dépend de la durée de cette guerre et de l'ampleur de la guerre. Bien sûr que tout le monde souhaite que cette mais guerre... devant un blocus peut-être maritime, etc., on serait devant une catastrophe. On pourrait la supporter, mais je pense sur quelques semaines. On avait parlé de ça la dernière fois qu'on s'était rencontrés, Maurice. Mais dans une situation de guerre, n'importe quel plan n'a aucune valeur dépendamment de l'intensité de la guerre. Certainement. Si aujourd'hui on est sur un scénario, et ce sont des choses qui sont imprévisibles, prévoir l'imprévisible est quasiment impossible. En même temps, s'il y a une guerre, on sera amené à devoir gérer une guerre avec des moyens relativement limités. On était au Parlement, on nous demandait quel est le plan d'urgence, on a demandé quels sont les moyens qui sont à notre disposition pour avoir un plan d'urgence. En tant que secteur privé, il y a certaines mesures qu'on peut prendre, mais dépendamment de l'intensité des actions qui pourraient être amenées, notre capacité à pouvoir gérer les résultats de la guerre seront limités dans le temps et dans l'ampleur. Très bien. Pour finir avec vous, Dr Bakhash, parlez-nous rapidement du congrès de la diaspora médicale libanaise qui va être organisé le 13 juillet, ainsi que vous organisez un sommet francophone de la santé pour la première fois, qui regroupe des ordres de médecins des pays francophones, la Banque mondiale, l'Union européenne, l'OMS, etc. Donc, 30 secondes. Rapidement, donc, pour la deuxième année, on organise en juillet le congrès de la diaspora médicale, et ça vient dans le cadre de ce retour des médecins et de la main tendue de l'ordre des médecins à toutes les associations en France, en Belgique, en Allemagne, aux États-Unis. Et puis je profite de cette interview pour remercier M. Joe Rayeb qui nous soutient aussi dans ses actions intellectuelles et scientifiques. Et pour la première fois, l'Ordre des médecins du Liban organise en novembre le sommet francophone de la santé qui est sous l'égide de l'Organisation internationale de la francophonie. Parce que nous, on fait partie des ordres des médecins francophones, donc on va les faire venir et on va travailler sur la santé numérique. Et là, je pense aussi que l'industrie pharmaceutique, elle a sa place entière. Donc on va travailler sur l'éducation, sur l'intelligence artificielle dans l'éducation, ce que peut apporter cette intelligence artificielle au niveau du patient, au niveau du médecin, au niveau de l'industrie et au niveau de l'État. C'est aussi important. Et comme étant un pays francophone et toutes nos universités sont francophones, donc aujourd'hui nous avons beaucoup... Alors on maintient cette date et malgré la situation un peu Le sommet francophone, grise, ce sera le quand? Le 8 et le 9 novembre prochain. Donc pour l'instant on maintient cette date et on travaille pour le faire au Liban. Espérons stabilité, santé pour tout le monde. Stabilité. Voilà. Stabilité. Bien, je vous remercie, Dr Youssef Bakhash. Vous êtes le président de l'Ordre des médecins de Beyrouth. Et Monsieur Rayeb, vous êtes le président des syndicats, ou bien du syndicat des importateurs de médicaments. Merci. Merci Maurice. Bien voilà, mes chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Vous pouvez revoir toutes nos... بدك الشكر يعني عيدو يلا من عيدو نشكره ما حس فيها Bien voilà, Dr Bakhash et M. Rayeb, espérons stabilité. Et stabilité, ça c'est le plus important pour nous, Libanais. Je vous remercie, Dr Youssef Bakhash, vous êtes le président de l'Ordre des médecins de Beyrouth. Merci. Et M. Joe Rayeb, vous êtes le président du syndicat des importateurs de médicaments. Merci Maurice. Toujours un plaisir de vous recevoir. Bien voilà, mes chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous nos épisodes sur nos réseaux sociaux. Au revoir.